Boutaina Chaban, conseillère politique auprès de la présidence syrienne, qui va parler du restaurer le droit international, respecter la souveraineté pleine et entière de la Syrie. Bonjour à vous tous. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami El Ghazaperouche, l'Institut Schiller, et vous tous pour m'avoir invité à être avec vous ce matin sur un sujet qui me touche au cœur. Je voudrais parler de la Syrie et de l'ordre mondial et réfléchir à ce qu'il s'est passé au cours de ces 10 dernières années et en quoi cela est pertinent, à mon avis, pour ce dont on discute dans cette respectueuse conférence. Dès le premier jour de la guerre contre la Syrie, le 15 mars 2011, nous avons eu l'impression de mener une guerre à double tranchant. Une qui se déroule dans les rues, avec des gens en chair et en os, dirigés par des forces secrètes bien organisées, qui leur donnent des instructions sur ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Et la seconde guerre qui se déroule en parallèle et qui porte sur des concepts et des récits et qui vise à embrouiller le peuple syrien sur ce qu'il se passe dans son pays et sur l'objectif ultime de ces mouvements extraordinaires, tant dans les rues que dans les médias occidentaux. Je me souviens que le 24 mars, la direction régionale syrienne et le gouvernement syrien se sont réunis et ont pris des grandes décisions qui étaient destinées à répondre à toutes les demandes réitérées par tous ceux qui étaient dans la rue. Le même jour, j'ai convoqué une conférence de presse pour tous les médias à Damas. Et le peuple syrien était si heureux ce soir-là, que certains sont sortis faire la fête, croyant que tout le problème était réglé. C'était loin d'être le cas. Et le mouvement dans les rues et la guerre médiatique contre la Syrie semblaient avoir trouvé du nouveau carburant et s'être étendu à de nouvelles régions du pays. Et maintenant que nous avons pu consulter les documents provenant de différentes sources, nous savons, selon des fuites britanniques par exemple, que le Royaume-Uni a trouvé officiellement, par l'intermédiaire de différents agents, des hommes et des femmes syriens qu'il a appelés des témoins oculaires. Tous ces médias occidentaux et du Golfe ont été retirés de Syrie et l'ensemble des médias occidentaux ont tiré leurs informations de ces témoins oculaires et d'un homme qui siège à Coventry, au Royaume-Uni, dont le nom est Rami Abdul Rahman, qui a inventé pour lui-même une plateforme appelée Observatoire syrien des droits de l'homme. Les gouvernements occidentaux et du Golfe faisaient pression sur les fonctionnaires syriens pour qu'ils entrent en dissidence et soudoyaient certains d'entre eux avec de l'argent pour qu'ils se joignent aux opposants du gouvernement syrien en leur assurant que le système politique allait tomber et s'effondrer en une semaine ou deux. Au début du mois d'avril 2011, j'avais l'habitude de rencontrer les ambassadeurs américains, britanniques et français et de leur dire que ce qu'ils sont en train d'instiguer en Syrie ne va pas améliorer la vie du peuple syrien. Au contraire, cela va rendre leur vie bien pire. Et l'Irak en est un exemple vivant. Maintenant, après toute la destruction qui s'est abattue sur la Syrie, tous les morts, les effusions de sang et les pertes de vie, des institutions et de notre écologie et d'une partie de notre identité civilisée, il est évident pour nous que les gouvernements occidentaux, en particulier leurs services militaires et de renseignement, ont planifié, formé et envoyé des milliers de terroristes avec l'argent des Qataris et des Émirats et le soutien de la Turquie pour détruire la Syrie. Ils voulaient plutôt transformer la Syrie en un État satellite détruit qui suit leurs ordres et dont ils pourraient piller les ressources, comme ils l'ont fait avec la guerre contre l'Irak, la Libye et le Yémen. En réfléchissant plus profondément à ce point, les puissances occidentales nous ont toujours traités comme des colonisés. En fait, ils ont tiré leurs opinions sur nous des orientalistes. Ils nous regardaient de haut, plutôt que de notre réalité, de notre histoire
notre ensemble de valeurs. Subjuguer la Syrie était important pour les forces occidentales, car la Syrie, comme chacun le sait, est le joyau de la couronne dans le monde arabe. C'est pourquoi ils ont consacré des milliards d'argent, du pétrole, des armes et des terroristes pour faire leur travail à leur place. Et une fois qu'ils ont reconnu que c'était une mission impossible, en raison des sacrifices du peuple syrien, ils sont passés d'une guerre militaire à des mesures horribles, criminelles, coercitives et unilatérales contre le peuple syrien, qui sont illégales sur tous les plans, car elles constituent une forme de punition collective sur le peuple syrien. Une fois les principaux terroristes vaincus, les États-Unis ont envoyé leurs propres militaires pour affamer le peuple syrien et briser sa volonté. Il est désormais évident, au vu de ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, Yémen, que les puissances occidentales, la Chine et la Russie se sont unies pour exercer leur double veto plus de 10 fois au Conseil de sécurité des forces occidentales contre la Syrie, pour mettre en évidence la nécessité d'un nouveau paradigme. Les sanctions américaines irrévérencieuses contre la Russie et la Chine et leur ingérence flagrante dans les affaires intérieures chinoises, à travers ce qu'ils appellent le cas de Taïwan, Hong Kong, Xinjiang, accélèrent la naissance de ce nouveau paradigme. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le président Biden a été élu est pour restaurer la relation transatlantique qui a beaucoup souffert sous l'administration précédente. Mais leurs efforts n'atteindront pas le résultat qu'ils souhaitent, pour plus d'une raison. Tout d'abord, la Chine est une force économique, technologique et morale ascendante. Et son alliance avec la Russie et d'autres pays permettra certainement d'établir un système multipolaire. Mais l'autre raison est que la guerre contre la Syrie a contribué à prouver, hors de tout doute, que les politiques occidentales à l'égard de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye et du Yémen sont en faillite. Et que le récit qui a rempli leurs décrets et leurs papiers n'est plus crédible. Et je le dis de point de vue de notre peuple. Nous ne croyons plus au récit occidental. Beaucoup de mes amis, moi y compris, étaient de fervents adeptes des médias occidentaux. Mais aujourd'hui, aucun d'entre nous ne perd son temps pour savoir ce qu'ils fabriquent et quelle vérité ils tentent de dissimuler. La crédibilité est de la plus haute importance, qu'il s'agisse de personnes, d'États ou de systèmes. Et une fois qu'elle est perdue, le parti n'existe plus. Le dernier exemple en date est ce que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, a fait à l'égard de la Syrie. Ceux qui sont allés sur le terrain pour enquêter sur l'affaire ont donné des preuves claires que l'OIAC a changé les données découvertes par l'équipe et a rédigé son propre rapport mensonger pour incriminer la Syrie. Et malgré tout, ils ont voté contre la Syrie. Le perdant ici, ce n'est pas la Syrie. C'est l'OIAC, car elle a perdu sa crédibilité aux yeux des personnes neutres et raisonnables. Et d'autre part, la Chine et la Russie gagnent en crédibilité aux yeux du monde. Et leur traitement du Covid, ces vaccins, est un exemple clair de l'efficacité de la Chine et de la Russie comparée à l'inefficacité de la plupart des pays occidentaux dans la gestion de ce fléau. En ce qui concerne nos peuples et nos pays, nous sommes sûrs que le monde transatlantique est une puissance coloniale, mais leur réalité et mon intérêt pour la vie, l'avidité de sa classe dirigeante, et ainsi que les mensonges de leurs médias, que leurs médias publient pour commercialiser leurs politiques criminelles dans le monde entier,
n'ont jamais été aussi exposés qu'aujourd'hui. Je pense que nous assistons à l'effondrement progressif de 500 ans d'anciens empires coloniaux occidentaux et la montée en puissance du destin de l'Orient. Mais nous devons tous être des partenaires actifs dans la fondation du nouveau système mondial et veiller à ce qu'il reflète l'ambition de l'humanité et l'espoir d'un avenir meilleur, plus sûr, plus pacifique et plus prospère. Les efforts constants déployés par l'Institut Schiller et par chacun d'entre vous sur différentes plateformes sont des contributions importantes à ce destin que nous, nos enfants et nos petits-enfants attendons. Merci beaucoup, je suis très heureuse de me joindre à vous et merci encore de m'avoir invité à prendre la parole à ce forum très important. Merci beaucoup, Dr. Shaban. On va vous prendre une question qui est un vétéran militaire. Vous avez parlé justement les histoires fabriquées sur l'utilisation des armes chimiques du gouvernement syrien. Il n'y avait aucune évidence que le gouvernement syrien avait utilisé des armes chimiques, mais les médias n'ont pas couvert cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos justement des groupes de londoniens qui sont sur place, comme les casques blancs, qui ont promu justement ce narratif que la corruption du gouvernement syrien était le vrai problème? Merci pour cette question. Je pense qu'il y a un écart gigantesque entre ce qui circule dans les médias occidentaux et la réalité syrienne. Tous ceux qui veulent savoir les choses qui se passent en Syrie, ce qui s'y passe, savent que les casques blancs sont des agents de groupes liés aux groupes terroristes et que justement nous combattons le rôle des États-Unis et de l'Occident sur le sol syrien. Donc sur l'utilisation des armes chimiques et ceux qui ont dénoncé et publié des rapports, c'est flagrant, c'est une violation flagrante en fait des droits humains et de la loi internationale, mais de la liberté d'expression. Et justement, l'OPCW, donc c'était l'organisme en charge justement de vérifier ces allégations de l'utilisation des armes chimiques. Beaucoup de gens aux Nations Unies, de Russie, sont venus, ont participé à ces forums, à des sessions extraordinaires, où tout ça, où tous ces gens ont parlé, et selon moi, et de l'opinion de tous d'ailleurs, a prouvé que tout cela était totalement faux et que ces soi-disant preuves avaient été fabriquées de toutes pièces par ces groupes et que le gouvernement syrien n'avait jamais utilisé de produits chimiques contre sa propre population. Et je vais juste mentionner une chose. En 2013, il y a eu une investigation justement sur l'utilisation des armes chimiques en Syrie et ils ont fait un rapport, en publiant un rapport 2 ans après, que justement le gouvernement syrien n'était en rien avait détruit, justement, ils avaient publié un rapport où les gouvernements syriens justement avaient même détruit toutes ces armes chimiques et malgré tout on a continué à accuser le gouvernement syrien de les utiliser contre ce propre peuple. Il n'y a plus aucun doute sur cette question. Alors, si vous avez le temps, une petite dernière question d'un blogueur. Vous avez fait une déclaration assez optimiste par rapport au futur. Qu'est-ce qui vous donne, et les gens en Syrie, le courage de rester optimiste par rapport au futur? Merci pour cette question. C'est vraiment très important comme question. La raison, c'est que j'espère que nous allons continuer
Donc, vous savez, on est un pays qui a plusieurs milliers d'années. On a eu tellement d'invasions. Ils ont détruit à plusieurs reprises dans l'histoire de notre civilisation, de notre pays. Mais le peuple syrien est toujours debout, a toujours rebâti son pays. Il va continuer aujourd'hui à rebâtir son pays et continue justement toujours à voir le positif. Et même si on a souffert énormément de toutes ces injustices, la guerre, vous savez, il y a eu aussi l'Empire ottoman, les guerres, beaucoup de gens, des Arméniens qui avaient fui justement les persécutions turques, sont devenus partie intégrante de la Syrie, ils sont venus. Il y a 3 millions d'Irakiens qui sont venus en Syrie aussi. Tous on les a accueillis justement dans nos universités, dans nos écoles. C'est le peuple syrien. C'est un peuple très hospitalier, c'est sa nature. Et donc, c'est ça notre puissance. C'est ça qui change. C'est cet esprit de résilience, cet espoir dans le futur, toujours un futur meilleur. Pas simplement pour nous, mais pour l'humanité. C'est notre culture. Merci, Dr Chaban, d'avoir pris le temps de répondre à 2 questions. Peut-être Elga, mais je voudrais dire à Madame Larouche, je tiens à vous remercier d'être venue, Madame Chaban, d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une petite question quand même. Le cardinal Zenari, de Syrie a dit qu'il fallait justement sortir le pays de cette situation par le développement. Et il y a eu une conférence pour les dons, pour avoir des soutiens en fait pour le gouvernement syrien et son développement. Mais certains disent qu'il faut attendre le départ de Bachar, si j'ai bien compris, parce que le son est mauvais, le départ de Bachar el-Assad. Vous savez qu'il y aura des élections en Syrie bientôt, le mois prochain, si je ne m'abuse. Donc voilà, que certains disent qu'il faut attendre le départ de Bachar el-Assad, mais non. Vous, est-ce que vous pensez que le projet qu'on a proposé d'étendre les nouvelles routes de la soie justement en Asie du Sud-Ouest et en Syrie, c'est vraiment la solution? Merci mon ami, Madame Larouche. C'est très important ce que vous faites. Et je suis vraiment, je pense que la politique du gouvernement syrien et des gens en Syrie, c'est d'aller à ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie. Nous sommes un peuple très ancien dans ces domaines pour maîtriser les sols, faire pousser les graines. Et je peux vous assurer que cette année, il y aura une grande différence par rapport aux années de guerre qu'on a subies. Les gens commencent à revenir sur leurs champs, reconstruire leurs usines, même si c'est des petites. Des magasins sont en train de réouvrir et les gens sont en train de réaliser qu'ils doivent redévelopper leur propre économie et s'engager justement malgré toutes les pressions et les sanctions et les mesures criminelles qui nous sont imposées. On est en train de reconstruire, on est dans la dynamique de reconstruction et je suis sûr, mais je suis sûr également que les choses ne vont pas continuer de cette manière. L'occupation américaine de nord-est de la Syrie et leur pillage, ils pillent notre pétrole, ils empêchent les gens, des Syriens d'accéder à leurs propres ressources naturelles. Donc avec l'aide. Et donc je suis confiant en fait qu'on va petit à petit reprendre le contrôle de ces régions et que notre futur sera meilleur pour refaire virer les terroristes. Donc
Donc, il faut arrêter ces destructions. Je voudrais revenir aussi, je voudrais vraiment insister pour te remercier, vraiment te remercier beaucoup pour ton discours introductif et de dire, je voudrais bien faire ce discours et le faire circuler partout dans le monde parce que c'est vraiment important par rapport à la politique coloniale impérialiste du monde occidental. Et vous, Elga, et l'Institut Schiller, vous regardez l'humanité dans son ensemble. Vous la voyez comme une unité. On est tous ensemble, comme une chose globale, comme des frères et sœurs au niveau mondial. Alors que les puissances impériales et coloniales sont toujours en train de nous traiter, nous regardent comme des citoyens de 3e, 4e ou 5e statut. Ils continuent à le faire parce qu'ils sont intéressés simplement par piller nos ressources et faire de l'argent pour eux-mêmes en nous détruisant et en détruisant les richesses de notre population. Et je pense que ton idée est magnifique. Ils ne vont pas autoriser les Américains là. Beaucoup de pays arabes veulent réouvrir leur ambassade, revenir. Mais le problème, c'est que les Américains ne vont pas les laisser faire. Ils vont leur mettre la pression. Ils ne vont pas les autoriser. Le rapprochement entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, ils ne vont pas autoriser les bonnes relations, la coopération entre les pays arabes. Ils vont utiliser leurs forces militaires pour dominer. Et ce sont eux qui font la dictature sur comment ces pays du monde arabe doivent agir. Ils les contrôlent. La raison de base de toutes ces guerres en Syrie et ailleurs, c'est que la Syrie a sa propre souveraineté et indépendance et ses propres décisions. Et elle ne veut pas qu'on prenne les ordres à Washington ou ailleurs. Et donc, voilà, et c'est ça qui va se passer dans les 30 mouvements. L'organisation islamique, les Américains à chaque fois interviennent, leurs ambassadeurs, les envoient pour les menacer ou imposer des sanctions. Et ces pays, la plupart du temps, s'adaptent pour toucher des subsides financiers. C'est toujours comme ça qu'ils font. Ils prennent les ordres des États-Unis. Et nous, on est fiers, on est un peuple fier, et on le mérite, et on est égaux à tous les pays du monde. Merci. On a encore peut-être une dernière question, si vous avez le temps. Il dit que la Syrie est connue pour la coexistence au sein du pays, la coexistence entre les différentes religions dans le pays. Oui, on a fait une conférence le 24 mars en 2019, et je l'ai dit dans cette conférence de presse, de tout ce que vise en fait l'Occident, c'est la coexistence pacifique de toutes les religions en Syrie. Parce que nous, on est très fiers de ça, de notre culture. On a grandi dans cette culture de la coexistence. Les musulmans, les chrétiens, les arméniens. Moi, je suis musulmane. Je vais à la chœur, je vais dans les autres religions, à la synagogue. On discute ensemble. On fête même les différentes fêtes religieuses ensemble. Et personne en Syrie n'est choqué par ça. Et personne ne demande à une autre personne, mais quelle est ta religion? C'est quelque chose de social chez nous. C'est très impoli et même inacceptable comme question, donc ça ne se pose pas. Donc les gens vont chercher un boulot, ils passent des examens, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de discrimination n'importe où en Syrie. Et jamais on vous demandera votre religion, voilà. Ça n'a aucune importance. La religion, c'est quelque chose c'est une relation personnelle avec Dieu. Voilà, c'est pas le débat public. Et ça, c'est très important dans notre culture. Quand les terroristes
ont été dans la région de Idlib et qui est partiellement, massivement composée de donc les musulmans, 2 millions, ont migré vers la région d'Idlib, vers d'autres villes où la population est quasiment intégralement chrétienne, alaouite. Et il n'y a pas eu un seul incident, même le contraire. Ils ont été solidaires. Ils ont fait des partenariats, ils ont travaillé ensemble pour s'aider, ils se sont aidés et ils ont fait des choses ensemble. Et à Alep, et même les gens, alors que leur région a été libérée, ils veulent rester à Alep justement parce qu'ils ont développé une activité et des choses comme ça. Voilà ce qui se passe en Syrie. Voilà, c'est ça la culture du peuple syrien. C'est notre héritage. Et à chaque génération, c'est notre culture, se reproduit à chaque génération. C'est dans nos gènes. Voilà. Et je pense que c'est un exemple pour d'autres pays dans le monde plutôt que de viser par le mouvement impérialiste pour les diviser. Merci beaucoup, Dr Shaban. Merci beaucoup pour ce que vous avez exprimé. Je voulais vraiment vous remercier de nous avoir rejoints aujourd'hui, de vous avoir écouté, de prendre votre temps. Et on va se battre pour arrêter les sanctions César. C'était une question ou une déclaration? C'était une déclaration. Ok, merci beaucoup. Merci Elga, merci de m'avoir invité. Et j'espère, je pense que c'est le moment de faire de l'Institut Schiller un organisme majeur dans le monde, de jouer un rôle majeur dans le monde. Voilà, parce que le monde attend ça et le monde est prêt pour vous rejoindre au niveau mondial, pour obtenir les objectifs que vous avez fixés pour les 50 prochaines années. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints, Dr Shaban. On va faire d'autres choses ensemble. J'espère. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse.